Bonjour tout le monde, bienvenue à Discussion avec un expert, un autre épisode savoureux avec mon invité Simon Jaudoin. Salut Simon. Salut Marc. Simon, d'abord, tu fais partie de la secte qui entoure David Quentin, une secte épouvantable dans laquelle je suis rentré le bras, comme on se met le bras dans ce fleuve. Totalement. Et puis, vraiment, je découvre tous ces gens-là, fort sympathiques, tous très compétents d'ailleurs, avec des compétences différentes et tout. Puis, je me plais à découvrir ces gens-là. Puis, à travers, évidemment, mon podcast, j'essaie d'avoir des gens. Écoute, j'ai déjà du monde qui se book, là, c'est très intéressant. Mais je voulais absolument t'avoir parce que tu as fait une initiative avec moi que j'ai trouvée intéressante. À un moment donné, out of nowhere, un peu comme David fait d'ailleurs, tu as décidé de me demander un rendez-vous sans expliquer rien. Je savais très bien que tu n'avais absolument pas de vente là-dedans, puis ça ne sentait pas la pression ni rien. Puis moi, ni une ni deux, j'ai fait, pourquoi pas, quelqu'un qui me sollicite, je veux dire, à quelque part, il doit trouver quelque chose d'intéressant et vice-versa. Puis on a juste fait connaissance, puis j'ai trouvé vraiment que c'était le fun parce que tu es un habile communicateur, donc tu casses le moule de ce qu'on pense qui est un comptable, ce que tu es pourtant. Fait que je vais te demander, dans un premier temps, de te présenter tout simplement, de me dire quelle est la sauce, puis quelle est un peu, au-delà de ton expertise, de quelle façon tu abordes ton métier. Puis après, je rentrerai dans les questions qui m'intéressent, là, à savoir c'est quoi qui fait la différence entre un comptable, l'idée comptable, je pense qu'il est très dépassé d'ailleurs, du comptable à bas blanc, puis le comptable qui, dans ma tête à moi, est un gars de chiffres, qui se sert des chiffres pour faire et prendre des bonnes décisions, et non pas qui se sert des chiffres comme une finalité. Fait que d'abord, j'aimerais ça que tu te présentes à tout le monde qui nous écoute et puis que tu me répondes à savoir ton expertise en particulier, précisément. Tu juges qu'elle fait le tour de quoi? Super. Ben, merci beaucoup pour l'opportunité. Moi, ce que je trouve le fun dans ton introduction, c'est que tu dis, tu sais, t'es le fun pour un comptable, ci puis ça. À l'université, une gang d'amis puis moi, on s'était dit, notre mission dans la vie, là, ça va être de faire comprendre au monde que les comptables peuvent être le fun. Fait que je constate qu'on a un bon pas de fait déjà. J'ai toujours... je ne suis pas d'une famille d'entrepreneurs. Je suis famille très, très normale, très, très québécoise moyenne. Mais j'ai travaillé dans un bureau de comptable au début de ma carrière, puis je rencontrais des entrepreneurs, puis c'est ça qui me faisait triper, c'était de comprendre un petit peu leur business, puis de savoir où est-ce qu'ils en étaient, où est-ce qu'ils s'en allaient, c'était quoi leurs enjeux, comment ça fonctionnait à l'intérieur de leur entreprise. Puis, à un moment donné, on vient qu'on fait le tour du jardin un petit peu là, en faisant des fins d'année, des déclarations d'impôts et tout ça. Puis, avec la venue d'un petit enfant, ça casse une routine, ça change les priorités un petit peu. Puis, j'ai décidé de me rapprocher de mes clients. C'est-à-dire que j'avais un volume de clients, là, 200 quelques clients qu'on voyait une fois, deux fois, trois fois par année. Puis on était souvent en mode réactif. Hey Simon, ça a été une belle année. J'ai hâte que tu regardes ça, puis j'ai hâte de jaser des états financiers avec toi. On fait le travail qu'on a à faire. On revient une couple de semaines plus tard. Ton 100 000 de profit, là, c'était 75 000 de perte finalement. Ah ouais, comment ça? Ça, j'étais un peu tanné d'avoir cette discussion-là ou d'être le gars qui apporte les mauvaises nouvelles. Puis je voulais me rapprocher un petit peu des opérations pour être capable d'éviter ça. Que l'entrepreneur puisse prendre des décisions au quotidien en se disant l'information que j'ai est fiable et est pertinente. Je n'ai pas besoin d'attendre à la fin de l'année pour avoir quelque chose de fiable. OK, donc, mais laisse-moi juste préciser. Oui. En un mot, une de tes motivations, ça a été d'aller en aval, si on veut, dans le processus décisionnel puis dans ce qui influence les résultats. Oui, c'est ça. C'est d'être. Moi, je pense que c'est plus en amont qu'en aval, mais c'est d'être vraiment... Oui, exactement. Aval, c'est l'embouchure, c'est ça mon truc. Exactement. Fait que c'est vraiment d'être capable de prévoir ou de faire partie de la prise de décision. C'est ça, je comprends. Il y a 15-20 ans, là, ah ouais, il va y avoir des bonnes ventes ce mois-ci, ça va être cool. Ça marchait il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Ouais. La concurrence, il y a 15-20 ans, quand tu vendais des TV, elle était dans la ville d'à côté ou si tu étais malchanceux, il y en avait 3 rues à côté. Aujourd'hui, quand tu vends des TV, là, je veux dire, c'est le monde. Ouais. Fait que, on peut plus, les entrepreneurs ne peuvent plus se permettre de se fier juste aux gosses.
ça doit faire partie du processus décisionnel, mais c'est plus juste ça, la décision. Fait que, tout ça pour dire que je me suis lancé, puis j'ai fait ça comme un champion. J'avais 20 heures de vendu quand j'ai décidé que je me partais. C'est vrai? Ouais. Wow! C'était quoi l'événement déclencheur? C'est quoi qui... Parce qu'il y a tout le temps... souvent, c'est une discussion avec quelqu'un, c'est un commentaire. C'est rare là, que c'est le fruit d'une longue conversation. Puis de... Non, mais c'est vrai, c'était quoi l'événement que tu t'es dit, moi, je change ma pratique? Ben, en fait, ça a été vraiment notre plus grand. Quand il est arrivé, ça change la vie, ça change la réalité. Moi, tu sais, les heures, là, on n'a jamais vraiment compté ça. Ma blonde puis moi, elle est comptable elle aussi. Puis, tu sais, on soupait à 8 heures le soir, on finissait, on allait. Tu sais, les heures, c'était pas important. On travaillait, on avait une job à faire, on aimait ce qu'on faisait, puis c'était ça. Mais là, tu as quelqu'un à t'occuper. Ma blonde est en congé de maternité. Moi, je suis dans la saison des impôts. Tu pars du bureau à 5h, 5h30, tout le monde te regarde de travers. Essaye de donner un break à ma blonde à la maison pour ça. Tu reviens, tu retournes au bureau à 8-9 heures, tu reviens à minuit, tu te lèves dans la nuit. Là, je dis, OK, là, j'ai un choix à faire. C'est soit que c'est ça ma vie ou que je fais d'autres choses. Puis, le d'autres choses n'était pas clair. Je me suis dit, je vais aller travailler en entreprise. J'ai des amis qui sont en entreprise. Ça a l'air cool. Puis, en bon français, j'ai pogné à la chienne de m'asseoir 40-50 heures par semaine au même bureau, avec le même monde, avoir la même discussion sur la table de cuisine. Quand j'étais en cabinet, j'avais cette belle flexibilité-là de je suis 2 jours au bureau cette semaine, 3 jours à l'extérieur. Je peux être 2 semaines sans passer par le bureau. Je peux être 2 semaines au bureau. Tu sais, j'avais une belle flexibilité que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attachement à cette flexibilité-là. J'avais bien, bien peur de la perdre. OK. Fait que j'ai fait une étude de marché très solide, c'est-à-dire que j'ai contacté 2 autres comptables. Peut-être le coup. Je leur ai dit voici ce que je propose, voici ce que je pense faire, voici combien je pense charger, qu'est-ce que tu en penses? Puis il y en a un qui m'a dit Simon, oublie ça, ça ne marchera pas. Puis l'autre qui m'a dit Simon, quand est-ce que tu commences, il faut que tu rencontres ce client-là. Ah ouais. Fait que, C'était pas les raisons pour lesquelles l'autre pensait que ça ne marcherait pas? Ben, j'avais probablement mal pitché mon projet. C'était comme, tu sais, la première fois que tu lances une idée, il faut que tu l'articules, il faut que tu exprimes bien. J'avais probablement mal compris aussi ce que je m'en allais faire parce qu'à cette époque-là, mon expérience était 100% en cabinet. Je n'avais jamais été dans une entreprise précisément. Fait que ma vision des choses n'était pas 100% parfaite non plus. Au fil des mois, avant de commencer, j'ai fait beaucoup de changements à mon modèle d'affaires ou à la façon dont je l'approchais. Fait que ça m'a aidé beaucoup que cette personne-là me dise non. Ça m'a aidé beaucoup à me remettre un peu. Ton offre. Oui, c'est ça, à revalider tout ça. Puis l'autre personne qui m'a dit Simon, quand est-ce que tu commences, il faut que tu rencontres ce client-là, ben, ça m'a donné aussi beaucoup la confiance de dire, ben, écoute, ce que je fais, je pense que ce que je veux faire, ça a sa place sur le marché. Ouais. J'ai rencontré ce client-là au mois de juin. J'ai commencé à travailler au mois de septembre. Fait qu'au mois de juin, je rencontre le client avec mon ami comptable, puis qui est sa comptable de fin d'année, dans le fond, qui avait la même job que moi à ce moment-là. Oui. Fait qu'elle me fait confiance de me faire rencontrer son client. Puis à ce jour, je travaille encore avec ce client-là, puis on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun ensemble. On est en train de passer à la prochaine génération aussi dans l'entreprise. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui est l'expertise que tu juges que tu as et que tes collègues ont, que la plupart des clients ignorent ou utilisent mal? Ça, c'est une bonne question. On a un sens des chiffres. On dit tout le temps, les chiffres parlent. Un comptable, par définition, oui, ça joue beaucoup avec les chiffres. Ça a un paquet de connaissances. On est un peu, dans notre rôle à nous, on est un peu comme le médecin généraliste, dans la mesure où on sait c'est quoi de la fiscalité, on a des bonnes connaissances d'organisation fiscale, on sait c'est quoi des processus, on sait comment ça marche. On est vraiment plus spécialisé dans l'opération, dans le processus des états financiers. Je veux dire, j'en ai fait
plusieurs dans ma vie, des missions d'examen, des audits, des mandats spéciaux. Je sais c'est quoi je connais les normes qu'il faut respecter. Fait que je n'en fais plus, j'en signe plus d'état financier aujourd'hui. Par contre, je sais comment ça fonctionne, je sais en arrière de ça qu'est-ce qui se passe, pourquoi il faut le faire. On sait comment parler aux banquiers parce qu'on est, je dis souvent à mes clients que je suis l'interprète. Moi, je parle le banquier, mais je parle aussi l'entrepreneur. Je te suis. Le banquier a son langage, a sa façon de voir un état financier. L'entrepreneur a son langage, a sa façon de voir l'état financier. Bien, un bon comptable va être capable de s'asseoir avec les deux puis de traduire un petit peu ce qui se passe d'un côté comme de l'autre. Fait que ça, c'est une force qui n'est pas nécessairement purement comptable chiffre, mais c'est des aptitudes à comprendre le volet business et le volet financier pour emmener ça ensemble. Fait que ça, c'est une force qui est très, très pertinente pour les entrepreneurs. Mais est-ce que tu trouves qu'elle est utilisée ou bien les gens sollicitent tes services en tant que l'image qu'on a très un peu rigide et aride dans un département qui s'appelle la comptabilité, tu sais? Bien, je te dirais que ça, c'est quelque chose auquel on faisait face avant, surtout avec le nom d'affaires qu'on avait qui était aussi funky que Jaudoin, CPA Inc. Oui. C'était funky. J'avais passé beaucoup de temps à chercher ce nom-là. Puis, effectivement, ça amenait des questions de « Hey, Simon, tu peux-tu faire mes impôts? Hey, Simon, j'ai besoin d'un comptable. Peux-tu faire mes états financiers? Hey, Simon... » Puis là, à tous les fois, ben non, je ne fais pas ça. On n'est pas un bureau de comptable. C'est pas ça qu'on fait. Ce qu'on fait, là, il faut toujours répéter. Fait on a changé un petit peu le positionnement en mettant un nom qui Apex Direction financière. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est de la direction financière. Là, après ça, ça peut amener certains questionnements, mais l'entrepreneur ou le banquier ou le comptable ou l'avocat avec qui on fait affaire a une idée déjà en partant que on ne fait pas des états financiers, on ne signe pas des états financiers, on ne fait pas des déclarations d'impôts. Oui, la question, on se faisait beaucoup poser, on se faisait beaucoup approcher de cette façon-là avant. Maintenant, ben, on a fait beaucoup d'éducation. Ça va faire 7 ans à l'automne que je fais ça. On a fait beaucoup d'éducation dans notre réseau. On a travaillé avec beaucoup d'intervenants aussi, avec des bureaux de comptables, avec des banquiers, avec des notaires, avec des avocats. Ils ont appris à comprendre un peu mieux ce qu'on faisait, le rôle qu'on faisait, qu'est-ce qu'on pouvait amener à l'entrepreneur. Puis, je te dirais que ça se traduit beaucoup dans les derniers mois. Là, ça paraît, les gens nous approchent avec une meilleure connaissance de ce qu'on fait et ce qu'on peut faire. Puis, il y a une grande ouverture aussi. La situation là, du mois de mars, là, quand tout a été arrêté, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont rendues compte que finalement, avoir un petit coussin financier de 2, 3, 4 mois d'opération, c'est pas si farfelu que ça. Hein? Mais ça, à la rigueur, je pense pas que ça prend un expert pour le savoir. Non, mais c'est un concept abstrait, puis c'est la même chose. Les individus en général, je connais pas les finances personnelles de tout mon entourage, mais c'est pas tout le monde qui a le réflexe de dire ça me prend X milliers de dollars dans le compte de banque parce que si je tombe malade ou si je perds ma job ou si peu importe ce qui arrive, puis il faut que j'arrête, et je ne suis pas pris à loader mes cartes de crédit. Ça, c'est un réflexe humain que les gens n'ont pas nécessairement. Bien, l'entreprise, c'est encore un peu plus abstrait. Quand tu es un entrepreneur et que tu dis, Caroline, moi, il faut que je développe, là, j'ai de l'argent adore, là, il faut que je fasse de quoi, il faut que ça génère quelque chose, il faut que c'est de la croissance, puis go les projets. Oui, mais avoir le coussin de sécurité, c'est super important, puis c'est super pertinent. Puis je pense que l'expérience qu'on est en train de vivre réveille beaucoup, beaucoup les gens là-dessus. Fait que ça amène beaucoup de conscience aussi de dire, ben écoute, moi, les chiffres, là, je ne connais pas ça, mais je sais que c'est important. J'ai besoin de faire confiance à quelqu'un. Puis je pense que la gang d'Apex sont bons. Fait que ça amène un peu plus d'appels plus target, plus ouvert d'esprit. Nomme-moi un cas de figure d'un client. Tu peux le nommer parce que c'est positif ou pas, peu importe. Mais où tu as l'impression que ce client-là, il utilise bien tes services? Oui. Ben écoute, je ne veux pas nommer de clients parce que je n'ai pas leur consentement, j'en ai pas parlé d'avance, mais
J'ai des clients avec qui je fais affaire depuis un certain nombre d'années. Puis, eux, les finances, là, c'est pas ça qui... Ça les fait pas triper. Ils savent que c'est important. Ils jouent. Ils n'aiment pas ça. Eux autres, c'est des bons professionnels, vendeurs, fabricants. Sont bons dans ce qu'ils font. Puis leur business, ils l'ont monté de zéro. Ils sont capables de vendre ce qu'ils ont à vendre. Ça marche, ça accroche là-dessus. Mais quand c'est le temps d'aller voir qu'est-ce qui se passe, est-ce que je fais du profit, est-ce que ce projet-là il est rentable, ils ne sont pas là pantoute, puis c'est là qu'ils nous font confiance, puis ils disent, écoute, Simon, j'ai un client que pendant 4 ans n'a pas parlé à sa banque. Tu sais, c'est Simon, j'ai reçu ça. Simon, il faut qu'on fasse ça. OK, parfait. Regarde, on monte les prévisions, on check les prévisions financières ensemble. Ah, Simon, regarde, je n'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas. Là, je ne comprendrai rien dans le meeting. Va voir le banquier, là, règle ça avec lui. OK, on va aller renouveler la marge. Tu sais, c'est quoi tes critères, c'est quoi tes conditions, c'est quoi ton objectif? Puis... Tu peux représenter le client complètement. Il n'est même pas obligé de se pointer, tu vois. Je ne savais même pas ça. En fait, avec ce client-là, pendant 4 ans, le directeur de compte n'avait jamais vu le client. Okay. Il s'était parlé par téléphone plusieurs fois, mais il ne s'était jamais rencontré physiquement. Puis à un moment donné, ben là, le mandat évoluait, puis le dossier prenait un peu plus d'ampleur. Fait que, oui, il y a eu des présentations qui ont été faites, puis maintenant, tout se fait à 3. OK. Mais il fut un temps où le banquier ne connaissait pas son client. Je te donne un cas d'espèce qui m'intéresse. Yes. Parce qu'on associe souvent le comptable avec quelqu'un qui va avoir un réflexe de prudence. Par exemple, tu vois, tantôt, très naturellement, tu me donnes l'exemple que la période actuelle a ramené de force l'idée d'avoir un certain coussin, bon, etc., blablabla. Mais quand est-ce que, étant donné que dans le monde merveilleux des affaires, il n'y a jamais de solution préfabriquée, c'est toujours un peu une décision dans une zone grise, quand est-ce que tu vas, puis j'aimerais savoir si tu as un exemple de ça, quand est-ce que tu vas suggérer à un de tes clients, contrairement à sa propension naturelle de peser sur le gaz? Quand est-ce que, si ça t'est déjà arrivé, qu'un client, c'est toi qui lui as dit, écoute, là, actuellement, je regarde tes affaires aller, je regarde tes chiffres, je regarde ce qui rentre, je regarde ce qui sort, je regarde le développement de tes affaires. Puis sérieusement, tu peux continuer de même, mais tu vas faire petit train va loin quand tu as une réelle chance de péter la baraque. Puis moi, en tant que ton comptable, je te dis, non, reste pas prudent, paye sur le gaz. Tu dois aussi avoir cette responsabilité-là. Oui, bien en fait, tu sais, nous, on est un outil dans l'entreprise. On n'est pas... moi, je ne colle pas à shot pour mes clients. Non, non, c'est sûr. Moi, je donne ma vision, je pose énormément de questions. Tu sais, quand ce matin, je rencontrais un client avec qui ça fait pas longtemps qu'on travaille, on commence notre collaboration. Puis là, Simon, on veut parler des prévisions financières, tout ça. Puis, OK, mais là, la situation actuelle, eux, ça les affecte de façon positive. OK. Bon, première question, est-ce que c'est soutenable? Avez-vous des informations qui vous permettent de croire que la croissance va se maintenir? C'est ça, c'est-tu un soubresaut vers le haut? Ben... Est-ce qu'on fait juste, on est en train de pogner une pointe, là, puis on va redescendre, ou est-ce que c'est ça la tangente, ou est-ce qu'on a atteint un plateau, puis que finalement, c'est ça qui va, tu sais, ça va rester comme ça? J'ai dit, faire des prévisions, il faut se baser sur pas juste le fameux coup de vent, il faut se baser sur des données. Puis, tu sais, le futur, la situation actuelle fait en sorte que le futur est tellement difficile à prévoir parce que, là, 6 mois, là, 1 an, ben, tu sais, pas compliqué. Regarde, hey, j'ai rentré chez ce client-là. OK, parfait, je vais être capable de rentrer chez ce client-là. Le volume de ce client-là, on va arriver, puis on fait un build-up, puis OK, croissance 15 % l'année prochaine, c'est même pas un enjeu, on continue. Mais là, il se passe quoi? Ouais. Il n'y a plus personne qui le sait, puis c'est ça qui est très, très déstabilisant, mais en même temps, ça pousse à poser des questions. Fait dans ce contexte-là, ce matin, il me pose la question, il dit hey, Simon, si jamais on a l'opportunité X, on fait quoi? Ben, je dis, on va l'analyser comme si c'était un. J'ai dit, on va se faire une petite planification pour ce projet-là. On va faire comme si c'était une autre entité, on repart. C'est quoi les coûts supplémentaires? C'est quoi les revenus supplémentaires? Puis c'est quoi les revenus pour couvrir nos coûts?
il est où notre break-even, à savoir, après ça, s'il faut que tu vendes 20 000 unités pour couvrir tes frais, 20 000 unités, c'est-tu dans le domaine du fantastique ou c'est dans le domaine du très réaliste? Ouais, ouais. Puis basé là-dessus, tu choisis si tu y vas ou si tu y vas pas. Puis, entre toi et moi, là, les prévisions, on va se tromper. Ah, c'est clair. Surtout là. On va se tromper, surtout dans le contexte actuel. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on est préparé, puis comment est-ce qu'on comprend le modèle financier derrière la business, c'est-à-dire, il est où mon break-even, puis j'essaie toujours de ramener les clients au plus simple, le plus simple élément de l'équation. Si tu vends des souris d'ordinateur, ben, si tu me fais des prévisions à 150 000 $ par mois, 30 $ la souris, ça fait combien de souris? C'est-tu réaliste de dire que tu vas en vendre pour 150 000 $ par mois? Ah, ouais. Ah, je vais en vendre pour 1 million l'année prochaine. OK. 1 million, mais là, tu n'en vends pas. Fait fais-moi pas 80 000 $ par mois de prévision. Là. Ouais, tu vas me faire des prévisions à 5 000, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Tu vas finir l'année à 150 000. C'est-tu réaliste de croire que tu vas en vendre pour 150 000? Il faut toujours le ramener. Fait ce que tu me poses comme question, est-ce que j'ai forcé ou fortement encouragé? Je veux juste savoir dans quel contexte, parce qu'un expert peut. Moi, je juge que aucun expert a toujours la même solution au même problème. Ah, jamais. Jamais, jamais, jamais. Et comme Michel Onfray, qui est un philosophe français que je suis beaucoup, lui, il a écrit un livre qui critique Freud. Puis il dit, en bout de ligne, Freud, il dit c'est un scam, selon lui, là, moi je ne suis pas un spécialiste, mais il dit Freud, pour moi, c'est un scam parce qu'il a lu vraiment tout, il n'a pas juste regardé des livres sur. Il a lu tout ce que lui-même Freud avait écrit. Puis il dit c'est pas compliqué, c'est tout le temps, tu veux coucher avec ta mère, tu veux tuer ton père. C'est quand même, tu dis, ah, j'ai de la toux, puis ça va pas, c'est parce que tu veux coucher avec ta mère. Puis, comprends-tu? Ça fait qu'il dit, c'est un peu fauné, ça se peut pas, ça se peut juste pas. C'est pour ça que je te pose la question, c'est que ça se peut pas un comptable qui dit, moi, je suis un expert, mais je suis toujours prudent. Par définition, des fois, ton conseil, il doit, à quelque part, dire l'inverse peut-être d'un client qui, lui, serait un genre de peureux à l'interne qui dit toujours au boss de faire attention. Je comprends que tu ne juges pas pour eux autres, mais c'est ça qui m'intéresse de voir, c'est qu'effectivement, ce que tu es en train de dire, tu me dis si je me trompe, mais un exercice qui peut être fait en étant accompagné, c'est de dire, OK, le futur est incertain, mais on peut peut-être faire un mini-travail de scénario ABC. Tu sais. Exactement. Exactement. Puis, tu sais, c'est la première fois que j'ai rencontré mon premier client avec sa comptable, il me dit, ah, pas un autre comptable qui va venir me dire non. Ouais. Tu sais, j'ai dit, moi, ma job, c'est pas de te dire non. Ma job, c'est de t'aider à te rendre à ton oui si le oui est réaliste et faisable. Je comprends, c'est une bonne définition. Moi, c'est comme ça que j'approche les différents mandats. Moi, je triple. Là. Tu vas me parler d'un nouveau projet. Là, pendant la première demi-heure, je vais être aussi motivé, puis peut-être plus que toi. OK. Parce que moi, ça me fait triper. Des nouveaux projets, des nouvelles idées, j'embarque à côté. Là, après ça, je vais m'asseoir, puis là, je vais faire OK, attends un peu. Bon, là, ce qu'il m'a dit. Là, on va réfléchir, puis là, on va se faire un plan. Tu sais, je reste très cartésien. Là, je veux dire, j'ai un côté artiste, mais je suis très, très cartésien. Puis c'est là que je me ramène en disant, ben, écoute, le projet, il est trippant. Le concept du projet est trippant. Maintenant, est-ce qu'on peut le mettre dans un cadre qu'on va le comprendre et qu'on va être capable de l'emmener à exécution parce que sinon, on va vendre des licornes. OK, Christy, cool. Tu sais, quel genre de licorne? Tu sais, là, après ça, là, l'idée est le fun. Là. Des licornes, OK, cool, on en vend. Mais on va en vendre combien? À qui? C'est qui va acheter ça? Tu sais? Combien sont prêts à payer? Parce que si, tu sais, après ça, combien ça va te coûter de les fabriquer? As-tu des commissions à payer? C'est quoi le business là, derrière l'idée de vendre des licornes? Oui. Fait que c'est ça. Des fois, on va dire, ah, crime, ça a vraiment l'air trippant, puis les chiffres ont l'air cool. Est-ce qu'on va redonner un tour de roue pour s'assurer qu'on ne s'est pas trompé et qu'on n'a pas oublié d'éléments clés? Puis après ça, on se regarde et on dit, ben Colin, ça fait du sens. Mais là, c'est pas ma business, c'est pas mon cash. Non. Tu prends un risque basé sur des informations. Là, tu contrôles un peu mieux ton risque.
Puis l'inverse, le client, des fois, OK, on fait ça, là. Ouais, mais non, je suis pas sûr. Ah, on fait ça. Ah, regarde, il y a des éléments que je ne suis pas sûr dans ce que tu me dis. J'ai de la misère à le comprendre. Puis des fois, c'est juste que je ne le comprends pas. Ouais, non, je te suis. C'est quoi un client dans le champ? C'est quoi un client là, que. Mettons, quelqu'un nous écoute et il se dit hey, moi, je suis exactement dans cette situation-là. Je suis sur le bord de lancer un nouveau département, j'ai un produit qu'on ne pensait pas qu'il se vendrait pendant la COVID, il se vend à mort. N'importe quoi. C'est quoi un client que toi, là, par expérience, tu peux dire, je ne l'ai peut-être pas dit en pleine face, mais c'est ça les caractéristiques d'un client qui est dans le champ? Un client qui est dans le champ, c'est quelqu'un qui n'aura pas de vision à long terme, puis qui n'écoutera pas ce que personne va lui dire. Ça, il peut avoir raison, mais à un moment donné, quand. C'est ça qui est beau d'un entrepreneur, c'est-à-dire qu'il a son idée, il a son projet, il veut le faire, il va le faire, il va s'arranger pour le faire. Mais ce que je dis souvent, c'est la ligne entre l'acharnement et la persévérance. À un moment donné, elle devient tellement floue. C'est vrai, hein? Que tu sais plus où est-ce que tu es. Puis je l'ai vécu, cette situation-là, l'année dernière. À un moment donné, ben regarde, là, je pense qu'on est rendu dans la zone de l'achat. Mais raconte-moi-là, parce que ça permet de mettre ça plus clair. Oui, bien ça, c'était un projet sur lequel j'ai travaillé avec un de mes super bons chums, Joe, je te salue. On a fait un projet on travaillait sur un projet d'entrepôt partagé automatisé. Joe, il m'approche et il dit Simon, il dit j'ai une idée, je pense que ça fait du sens, je veux t'en parler. OK. On est à l'été 2016. Moi, je suis dans une période où c'est un peu plus tranquille côté business. Puis, cool. Moi, j'adore ça, les idées. Fait que, tu sais, viens, OK, on va aller luncher. Fait que, à un moment donné, rendu à 4 heures, je fais comme, c'est cool ton idée, c'est vraiment hot, mais là, c'est quoi ton plan de marche? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il dit, j'ai besoin d'aide, je connais rien des chiffres, puis moi, tout seul, je peux pas emmener cette idée-là plus loin que ce que je t'ai expliqué ça. OK, cool. Fait que, on embarque, c'est qu'on part, on fait un projet, on fait une présentation, on parle à bien du monde, on a refait les plans physiques de l'entrepôt à peu près 45 fois, le montage financier à peu près 50 fois. Ah ben oui. En 3 ans, là, les prévisions financières, là, on les a faites, on les a défaites, on les a refaites, on s'est fait challenger. On est parti d'un projet de 15 millions, on finissait avec des plans, projet de 210-215 millions. Mais c'était fantastique. La réponse sur le marché était intéressante, sauf que ça prenait un move majeur de la part de l'entreprise, parce que nous, ce qu'on proposait, c'était un hub. Donc, on avait un entrepôt au centre qui fonctionnait de façon automatisée. Et tout le tour, on avait des bâtiments qui étaient greffés à cet entrepôt-là. Donc, il y avait des usines qui venaient se greffer à notre entrepôt, puis nous, on était leur entrepôt. OK. Donc, eux, parce que le problème beaucoup en manufacturier, puis en agro, on était vraiment axé agroalimentaire. Le problème en agroalimentaire, c'est que ça te prend des frigidaires, ça te prend un entrepôt sec, ça te prend un entrepôt congelé, puis tout ça, ça coûte une fortune. Puis souvent, tu roules avec des pics de production, ce qui fait que ton entreposage il est trop petit. Puis à un moment donné, tu as des pics, des bas de saison que là, tu as trop d'entreposage. Fait que là, il faut que tu climatises la réfrigération, ça coûte une fortune à opérer, il faut que tu l'entretiennes. Nous, on arrivait à dire, ben regarde, moi, je suis ton entrepôt, tu ouvres la petite porte, tu mets ta palette, puis elle s'en va à bonne place. On en prend soin. Tu en as besoin d'une, tu en payes une. Tu en as besoin de 20, tu en payes 20. Tu en as besoin de 5 000, tu en payes 5 000. Sauf qu'il faut que l'entreprise ait le guts de dire, ben, je déménage et je m'installe dans ce concept-là. OK. Je fais partie de tout ça. On avait 5 PME qui étaient intéressés, qui avaient démontré un fort intérêt. Puis on avait un gros joueur multinational, une société cotée en bourse de renommée pan-canadienne. Il y a quelqu'un qui nous dit, les boys, il faut que vous rencontriez telle personne à cette entreprise-là. On reçoit une invitation Outlook, OK, parfait. On se pointe là-bas avec notre petite présentation PowerPoint et petite présentation papier. On avait imprimé 6, on était 4 dans l'invitation, on a imprimé 6.
On rentre dans la pièce, ils sont 5, on est 2, plus la personne qui nous a mis en relation. Ah, ça sera pas long, les autres s'en viennent. OK, les autres s'en viennent. Finalement, on était 10 autour de la table. Il y avait le président de l'entreprise qui est venu. Monsieur super sympathique. Hey, excusez-moi, je suis 3 minutes en retard. J'étais sur un appel qui ne se terminait plus. Oh oui, OK, regarde. C'est pas grave. C'est pas grave. Fait qu'on fait notre présentation, ça va super bien. Les personnes en charge des opérations, des finances, nous ont redemandé un deuxième meeting parce qu'ils étaient tellement impressionnés par ce qu'on avait fait comme présentation. Hey, les gars, on veut une proposition tarifaire. Il faut que vous faites partie de nos solutions. On a vraiment un enjeu à ce niveau-là, puis on regarde ça. Sauf que on va présenter au conseil d'administration la semaine prochaine. Mais pendant 3 mois, la semaine prochaine, elle n'est jamais arrivée. Ah. Puis là, les 5 autres, ils ne voulaient pas se mouiller tant que le gros embarquait pas. OK. Puis Joe, à ce moment-là, il avait tout abandonné pour travailler exclusivement sur ça. Oh. Vient un temps où il faut que l'hypothèque puis l'épicerie, il faut que ça se paye. Puis là, c'est là qu'on dit, là, regarde, on est-tu en train de s'acharner ou en train de persévérer? Puis là, on a pris le call qu'on était à la limite de l'acharnement. OK. On a mis un break sur le projet. On ne s'est pas 100% fermé à l'idée que ça pourrait renaître, mais pour l'instant, c'est ça. Hein? Parce que ce que tu décris, c'est ce que Silicon Valley a souvent pas vécu. Oui. C'est-à-dire qu'eux autres, moi, je prends l'exemple que j'ai vécu. Moi, je lance en 2004 un site de rencontre qui est tout feu de flamme avec un concept nouveau, qui met de l'humour, qui est le fun. Puis un jour, il y a une petite application qui s'appelle Tinder qui fait fermer tout le monde. Le monde pense que c'est parce que Tinder, c'est donc bien fait. Non. C'est parce que Tinder, c'est gratuit. Je veux dire, si votre projet avait eu du financement sans fonds, mais c'est encore une donnée avec laquelle il faut que tu joues. C'est-à-dire que tu n'avais pas justement du financement sans fonds. Exact. Et puis ton Joe ne pouvait pas investir là-dedans pendant 10 ans jusqu'à temps qu'éventuellement ça marche. Ça fait que c'est intéressant en crime. Quand est-ce que. Parce que ça me parle au bout, moi, quand tu parles d'acharnement versus la possibilité, puis c'est quoi les termes, tu sais, puis quand est-ce que tu trouves que les gens, en début de projet, tu trouves qu'ils sont trop préparés puis qu'ils ne se lancent pas assez? Hey, ça, on peut-tu être trop préparé? Moi, je pense que oui. Je pense que quand tu es trop préparé, c'est parce que tu as peur d'y aller. Il y a certainement de ça. J'ai bien dit, Simon, trop préparé. Je n'ai pas dit préparé. Oui. Mais non, mais la question est bonne. Puis, il y a trop préparé, mais c'est trop se préparer de façon trop précise. Je pense qu'il est là le danger. Diminuer tous les risques. Là. Exactement, parce que ça n'existe pas. Le sans risque, ça n'existe pas. Puis, ce qui est dangereux, c'est que tu penses que tu t'en vas là, mais que finalement, tu t'en vas là. Puis là, tu n'es plus préparé, là, mais zéro. Puis là, tu perds tous tes repères parce que tu avais tellement ta confiance puis toute ta préparation. Fait que ça, oui, effectivement, ça peut être très, très dangereux. J'ai-tu vécu des cas de même? Personnellement, je n'ai pas été témoin de tu as gens... plus vu l'inverse. Tu as vu des gens, je suppose, qui pensent qu'ils sont prêts, puis que toi, tu es un peu le sale boulot. Ouais. Ça prendrait un peu de travail encore. Oui, c'est ça. C'est surtout dans des cas où on a besoin de financement. Tu sais, hey, Simon, on a besoin de financement. OK, cool, mais attends un peu, regarde, voici quelques questions que tu vas te faire poser. Fait que j'aime mieux qu'on se les pose aujourd'hui, qu'on ait des réponses. Comme ça, demain, mais qu'on y aille, on va être préparé. Puis ça, cette expérience-là que j'ai vécue, ça m'a permis d'acquérir aussi beaucoup d'expérience parce que là, j'étais dans la position où c'est mon projet, c'est moi qui dois répondre aux questions, puis c'est moi qui est au bat, entre guillemets, parce que, tu sais, quand c'est mon client, je veux dire, ultimement, c'est pas ma business à moi, c'est la business de mon client. Là, tu étais embarqué. Là, j'étais embarqué, puis c'était à moi, tu sais, c'était mon projet. Fait on s'est préparé beaucoup. On a été capable de répondre à beaucoup de questions avant même qu'ils nous soient posées. On a rencontré, on les a toutes faites, là, Caisse de dépôt, Investissement Québec, BDC Capital, les banques à charte. Écoute, on a rencontré du monde de façon incroyable, puis on s'est fait poser des questions, puis c'est le fun parce que tu te rends compte qu'ultimement, les questions sont pas mal semblables. Tu sais, les mots ne sont pas toujours les mêmes, mais le point d'interrogation finit pas mal sur une note semblable. Fait que ça permet de bien prévoir. Fait que, tu sais,
oui, le réflexe de l'entrepreneur va souvent être de dire j'ai l'idée, OK, parfait, Chantal, tu es disponible, OK, parfait, OK, on part. Ouais, attends un peu, là, 2 minutes, 2 minutes. Tu sais, j'aime pas ça être l'empêcheur de tourner en rond, mais j'aime pas ça regarder le monde s'enfarger dans leur propre lacet non plus. Fait Ouais, que ouais, ouais. Alors, écoute, tu touches à une autre affaire qui est le fun et qui est vraiment névralgique, c'est le financement. ouais. Serais-tu capable de me résumer la raison principale, selon ton expérience, pour laquelle un financement est refusé, puis la raison principale pour laquelle un financement est accordé? Écoute, je te dirais que la confiance, c'est probablement un facteur très, très, très Ah important. ouais. Ouais. La Il y a confiance, beaucoup toi? de. Le technique, là, il est très important. Le papier, le chiffre, la présentation, parce que, tu sais, aller demander du financement, dépendamment de l'ampleur du projet, c'est pas juste des prévisions financières. Tu sais, c'est est-ce que je connais bien mon secteur, surtout quand tu es en démarrage, est-ce que je connais bien mon secteur, est-ce que je connais bien mes concurrents, est-ce que l'équipe de direction est solide, est-ce que la structure organisationnelle fait du sens, est-ce que tout a été réfléchi. Puis tout ça ensemble fait qu'ils se bâtissent une confiance. Puis c'est un des éléments importants parce que des prévisions, surtout en entreprise flambant neuve, là, tu sais, je parlais tantôt avec quelqu'un, euh, l'entreprise il a commencé, ce qu'il me disait, c'est qu'il a commencé l'été passé, il faisait 100$ par mois de revenus, puis là, à ce date-ci, il fait 100 000$ par mois de revenus. Ah, parouette. Mais là, Wow. lui, il va faire des prévisions financières. Là. Je te garantis qu'elles ne seront pas bonnes. Ouais. C'est garanti qu'elles ne seront pas bonnes. Il va se tromper. Espérons-le qu'il va sous-évaluer ce qui va arriver. Ouais. Mais la banque ils ne sont pas niaiseux. Là. Ils savent. Là. Ils te demandent des prévisions financières 3 ans. Ils savent qu'il y a une belle marge de manœuvre. Ouais. La question qui est derrière ça, c'est comment tu comprends ta business. OK. Montre-moi que je peux te faire confiance à diriger ton entreprise et à amener des résultats. Fait, en te posant des questions sur c'est quoi ta croissance, c'est qui tes clients, c'est qui ta compétition, pourquoi tu penses que, là, ils vont regarder comment tu as réfléchi à ton modèle d'affaires, comment tu comprends ta business, qu'est-ce qui fait que ce que tu es en train de leur dire, ça fait du sens, puis tu n'es pas en train de les remplir. C'est là, fait, la notion de confiance est bien, bien, bien importante. Puis il ne faut pas oublier que c'est des humains aussi qui sont de l'autre bord de la table. Quand tu leur parles, ils parlent à leur crédit, puis eux, ils ont une job de vente à faire à l'interne pour dire au département de crédit, ce dossier-là, il va marcher. Puis voici pourquoi il va marcher. Fait qu'ils se mettent tout le temps un peu au bat aussi, Ils pas, se mettent pas un peu au seulement le bat. client. Exactement. Puis, tu sais, un bon directeur de banque, un bon directeur de compte à la banque, il va t'expliquer ça, puis il va t'amener à te poser des questions pour que lui soit capable et confortable de vendre le dossier à la personne qui va dire oui ou non. Parce que des fois, là, des fois, l'approbation va se rendre à Toronto. Là. Tu sais, la personne à Toronto là, qui voit les états financiers de Marc Boilard, là, il ne sait pas c'est qui, mais Oh, il voit que ça va faire 100 000$ de perte l'année prochaine. Pourquoi j'y passerais de l'argent? je comprends. Il faut comprendre, il faut être capable d'expliquer ça puis de monter un dossier suffisamment détaillé puis suffisamment d'informations pertinentes. Ce n'est pas juste de remplir du papier pour remplir du papier, mais c'est de démontrer qu'on connaît et qu'on a fait notre travail. Puis après ça, ben là, c'est là que le côté un petit peu plus conservateur va arriver de dire moi, ma vision des choses, c'est amène des chiffres que tu es à peu près certain d'être capable de livrer. OK. Si tu penses que tu vas générer 4 millions de ventes l'année prochaine parce qu'il y a ce prospect-là, ce prospect-là, ce prospect-là, ben, c'est quoi la probabilité que les trois marchent et que tu te rendes à 4 millions? C'est peut-être 30-40%. Mais pourquoi tu te mettrais cette pression-là? Parce qu'après ça, la personne qui investit dans toi et qui investit dans ta confiance, ben, cette année, tu avais peut-être besoin d'un prêt de 50-100 000 pour démarrer, puis partir, puis ouvrir un nouveau marché ou peu importe. Mais l'année prochaine, tu vas peut-être avoir besoin d'un peu plus d'aide pour aller un peu plus vite, aller un peu plus loin. Mais si tu as fait des prévisions, puis tu as fait
as démontré que, que ce que tu avais regardé, ça faisait du sens, puis tu arrives sur tes targets. Ouais. L'année prochaine, là, tu te dis, regarde, prendrais un petit 100 000 de plus pour aller plus loin. La relation de confiance est bâtie, puis là, ils savent que ce que tu es en train de leur dire, ça fait du sens, tu l'as compris, puis tu vas être en mesure de le livrer. Hey, sais-tu pourquoi je trouve ça hot? Parce que moi, j'ai été prof à l'École nationale de l'humour. Tu sais, j'étais un ancien gérant d'artiste, puis j'enseignais ça. Ça s'appelait gestion de carrière. Puis une des premières questions dans le premier cours, c'est que je disais, c'est quoi le but de votre premier projet? Mettons, on va dire que si vous voulez tout faire un one-man show, il y en a qui étaient là parce qu'ils voulaient faire de la TV ou peu importe. Admettons que vous voulez tout faire un one-man show. C'est quoi le but que vous devez viser de votre premier one-man show? C'est que tout le monde me répondait plein de réponses, sauf la bonne. Puis je leur disais, la bonne réponse, c'est d'en vendre. Parce que si vous n'en vendez pas, ça va être votre dernier. Ouais. Si vous en vendez, ça va être le premier d'une longue suite. C'est ça pareil. Tous les business sont reliés parce que toi, tu me dis, dans un domaine genre super manufacturier, si le gars il arrive en disant, moi, je pense que mes prévisions, ça va être 3 millions de ventes, puis qu'il arrive à 1,7, puis que là, il y aurait besoin parce que ça a été plus tough, puis telle affaire, puis... Tandis que s'il dit, c'est 1,7 million de ventes, puis qu'il arrive avec 2,5, hey, j'aurais besoin d'eux, bien, certainement, M. Jodoin, vous êtes... Tu sais, c'est comme ça. Et puis, tu sais, en même temps, il faut que tu démontres que, faut que tu démontres que ton entreprise est rentable et fonctionnelle. Tu sais, si tu fais juste tirer ses breaks et dire on ne fera pas de vente, tu sais, c'est une entreprise, ça fait 15 ans qu'elle roule, puis là, tu lui fais des prévisions avec 5 % de baisse par rapport à cette année juste parce que tu dis que je vais être sûr de rentrer dedans. Ouais. C'est pas sexy non plus. Non. Le gars arrive tout content en disant « Hey, check ça, je suis à moins 5 % cette année, puis je viens de baisser de 22 % dans mon bénéfice. Je suis fou comme de la mort. » Exactement. Fait que, tu sais, il faut que tu sois capable de démontrer de la progression, mais il faut que tu sois capable de dire écoute, tu sais, si je reviens un petit peu sur le plancher des vaches, là, ça arrive-tu, ça, ces ventes-là? Ça va-tu arriver? Puis d'habitude, c'est une bonne recette pour mettre les créanciers en confiance. J'aime beaucoup quand tu dis que l'exercice qui est fait de par les questions qui ont de l'air redondantes de la part des gens qui accordent du financement, parce que c'est le nerf de la guerre pour des entreprises naissantes ou qui arrivent à peu importe, je ne l'invente pas, tu le sais mieux que moi. C'est bien plus de voir ton thought process, qu'on appelle, puis de savoir jusqu'à quel point tu es crédible dans ton analyse. Puis, est-ce que les bémols que moi, qui n'est même pas dans ton industrie, je vois, est-ce que toi, tu les assumes d'entrée de jeu puis ils font partie de la réflexion puis des propositions que tu fais? C'est super parce que c'est vrai qu'habituellement, on se dit, bon, montre-moi donc tes 3 dernières années puis parle-moi de ta business. Si on fait comme, mon Dieu, comme si c'était un passage obligé. En même temps, c'est bien plus névralgique qu'on le pense. T'sais. Ben oui, totalement. Totalement. Puis, tu sais, tu as dit que c'est un passage obligé, le financement. Oui, puis non. Tu sais, dépendamment de la nature de l'entreprise, tu n'es pas obligé d'aller chercher du financement. Puis, tu sais, des fois, le petit train va loin, c'est une belle recette aussi. Oui. Ça va dépendre de tellement de facteurs. Puis, la dette, ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Tu sais, si tu es en train de financer ton déficit de l'année passée pour être capable de passer au travers de l'année prochaine, puis ta solution, c'est le financement, bien, fie-toi sur moi que l'année prochaine, tu vas avoir besoin d'un autre financement pour financer ton déficit de l'année en cours. Ouais. Là, tu prends une pelle, là, tu creuses, puis à un moment donné, ben, tu es tellement creux que la terre, tu fais juste la remettre sur la tête. Ça donne rien. Fait que, tu sais, il faut... Le financement, c'est un outil qui est pertinent, qui est intéressant, mais ce n'est pas une fin en soi, puis ça ne devrait pas être la seule solution. On connaît tous le gars qui sauve une marge de crédit pour payer sa carte de crédit. T'sais. Ben oui. Ben, c'est mieux que le gars qui se prend une carte de crédit pour payer sa marge de crédit. Ah, c'est sûr que je voulais prendre un exemple ça. Hey, Simon, en terminant, juste sur une note plus personnelle, qu'est-ce qui fait que plus jeune, tu t'es dit, moi, je vais être comptable, voyant que manifestement, tu as moulé la profession à ton style? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas qu'est-ce qui s'est passé comme si c'était épouvantable, mais... Non, mais en voulant dire, je suis curieux, tu sais. C'est vrai que tu n'as pas le profil du comptable type, c'est-à-dire, on voit que tu as un côté très posé, tu penses à tes affaires. J'adore le signal que tu envoies, honnêtement, je te le dis, c'est un compliment, puis c'est sincère. C'est accepté. T'es pas
es quand même atypique, là. Sans être atypique, le gars qui arrive avec ses lunettes fumées, puis ça serait pas de mise. Mais je suis curieux de savoir qu'est-ce qui fait que tu as choisi ça, alors que c'est quand même, t'as pas le profil typique de ce qu'on pense encore, du gros stéréotype. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ça plus jeune? Es-tu prête pour une réponse plate? Ben, elle sera pas plate déjà avec ce que tu me dis. Colin! Moi, mon père, c'est un artiste. Hein? Mon père, il a fait de la peinture, il en fait encore. C'est un artiste. Moi, j'ai toujours aimé dessiner, tout ça. Moi, au secondaire, je voulais être architecte. OK. Moi, c'est ça que je voulais faire, mais je n'avais pas ma physique. J'ai eu un cheminement au secondaire. J'ai changé d'école à mi-parcours. Puis, je me suis retrouvé en situation où je n'avais pas mes maths forts en secondaire 4 et ça faisait que je n'avais pas de la physique et de la chimie forte. Puis, j'ai fait mes maths un peu plus avancées en cours d'été entre secondaire 4 et secondaire 5. Je me ramasse en secondaire 5. J'ai mes maths forts de 4, mais mes maths correctes de 5. Puis, je n'ai pas de physique forte, pas de chimie forte. Puis là, je m'en vais voir l'orienteur, puis j'aimerais ça être architecte. Ouais, ça te prendrait de la physique. OK, attends un peu là. Bon, vraiment aller en comptabilité. Tu sais. C'est des chiffres, c'est des maths. Hein? C'est réflexe. Oui. Fait que c'est le manque de quelque chose qui a fait que tu es allé là, et non pas parce que tu étais particulièrement attiré. Exactement. Puis je me suis retrouvé en technique administrative au cégep. À aller faire une technique, à apprendre la comptabilité. Encore là, par facilité, je me ramasse en stage dans un cabinet comptable détenu par l'oncle de ma mère. Tu sais, ma mère a dit « Hey Simon, tu as un stage à faire, mon oncle a un bureau de comptable, ça t'intéresserait-tu? » Let's go! Fait que je m'en vais, je me ramasse à Brossard, puis je passe une entrevue avec l'oncle de ma mère que j'avais vu 3 fois dans ma vie. Oui. Puis il m'a passé une vraie entrevue, là. Tu sais, j'avais pas de job en arrivant. Là. OK. Il m'a passé en entrevue, puis OK. Bon, ben, cool, OK. Signe les papiers, je m'en vais en stage. Fait que là, je fais mon stage, puis là, dans un bureau de comptable. Puis là, je suis entouré. À l'époque, c'était pas des CPA, c'était des CGA, des CMA, puis des CA. Fait que mon ancien patron était un CA. J'avais des collègues qui étaient CGA. Puis là, je voyais bien que où est-ce que je m'en allais, c'était probablement pour stagner versus ce que je faisais actuellement. Fait que là, je me suis dit, ben, Colin, je pense que je vais aller plus loin. Puis encore là, ben, tous mes chums de la technique, la plupart s'en allaient à Sherbrooke à faire leur CA. Fait que, let's go. Confiant comme pas un, je ne fais qu'une seule application à l'Université de Sherbrooke. Mais j'ouvre l'enveloppe, puis j'ai accepté. fait qu'on est allé à Sherbrooke, vraiment, tu sais, ça a été une succession de décisions un petit peu prises lâchement, si tu veux. Oui. Qui m'ont amené à faire ce que je fais aujourd'hui, puis je trippe au bout sur ce que je fais. C'est le fun de, tu sais, je peux me permettre de rencontrer du monde comme toi, du monde comme David, des entrepreneurs qui ont des belles entreprises. Là. On se fait présenter du monde, des fois, tu fais comme OK, je ne pensais pas être mis en contact avec ces gens-là, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Fait que la réponse plate, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur, c'est une succession de. C'est trippant. Le parcours atypique, c'est souvent très inspirant. Ouais. Ben merci, mon vieux. Hey, merci à toi. Mine de rien, on a flyé quasiment 1 heure. Ah, cool. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça hyper éclairant, entre autres. C'est le but. À un moment donné, là, quand je pars mes entrevues, moi, bon, c'est à droite, à gauche, etc. Puis il y a des filons. Puis quand on a commencé à parler de financement, j'ai fait, là, je trouve que ça parle. C'est là où j'ai trouvé qu'on est tombé exactement où je veux, c'est-à-dire, c'est quoi le terrain de l'expertise de la personne à qui je parle qui résonne pour la grande majorité, voire tout le monde. Puis là cette zone-là, j'ai trouvé ça super payant. Ça fait que, écoute, si les gens veulent te rejoindre, de toute façon, toutes tes coordonnées sur LinkedIn, ouais. Sur LinkedIn, je suis facile à rejoindre. Puis, écoute, si jamais ça t'intéresse une autre fois, là, on pourrait parler de gestion de liquidité. Ah, pourquoi pas? Un autre sujet sexy. Ouais, super sexy. On peut rendre ça le fun, puis c'est tellement important que... C'est bon. Ben écoute, au plaisir. Excellent, merci beaucoup. Salut Simon. Salut Marc.